Monsieur Mazari, bonjour. Bonjour. La finance se développe aujourd'hui, de plus en plus d'importance est accordée donc à ce secteur pour diversifier les offres, créer une place financière et attirer toute cette masse financière qui est dans le circuit informel. Aujourd'hui, il y a une diversification des produits, mais il y a une révision également, un ajustement des produits existants sur le marché, à commencer pour l'immobilier, une nouveauté qui intéresse tous ceux qui sont à la recherche pour l'acquisition d'appartements. Le seuil a été annulé, Monsieur Mazari. Effectivement, dans le cadre des réformes qui sont en train d'être menées par les autorités, donc par les pouvoirs publics, pour dynamiser un peu la place financière, notamment le secteur bancaire, il y avait des dispositions qui ont été effectuées ou retenues par le Trésor public de bonification des taux d'intérêt, notamment pour les financements immobiliers. Cela a été décidé à partir de 2012, je pense, et ça a été fait exclusivement pour les financements à taux d'intérêt. Première mesure qui a été, prise par les pouvoirs publics dernièrement, c'est qu'il y a eu la parution d'un décret exécutif durant le mois de juillet 2024 qui a élargi cette bonification des taux d'intérêt aux taux de marge qui sont pratiqués dans le cadre de la finance islamique. Et donc par conséquent, les produits de financement islamique et produits de financement classique ont été, mis à même pied d'égalité pour qu'il n'y ait pas de disparité ou d'écart dans le coût, parce que les produits de finance islamique avaient acquis une réputation d'être plus coûteux, notamment pour l'immobilier. Donc chose qui a été levée. Deuxième chose qui est très importante également, c'est que tout récemment, courant du mois de février, les pouvoirs publics ont décidé également de lever le seuil ou le plafond de financement qui était concerné par ce type de financement bonifié par le Trésor public. Avant, pour les financements immobiliers, il y avait un plafond de 12 millions de dinars, au-delà duquel les financements n'étaient plus bonifiés. Et c'est le cas pour les financements classiques ou islamiques, donc toutes catégories confondues. Et chose qui a été également levée. Et la seule limite pour la bonification, c'est la capacité d'endettement du client. Et ça, c'est des mesures qui sont très importantes pour le marché de l'immobilier en Algérie, parce que ça va solvabiliser un peu la demande et augmenter les chances d'accès au logement à la population, notamment à revenus plus ou moins moyens ou moyennement bas. Voilà. Donc c'est une mesure dont vont bénéficier, on le disait, les citoyens ou les personnes qui souhaitent acquérir des logements. C'est également bénéfique pour les banques. Tout à fait, bien évidemment, parce que les banques vont gagner dans cet exercice-là du moment que il va y avoir une augmentation du volume d'affaires. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été observé ces derniers mois, c'est qu'il y a eu un petit bond dans la demande du financement destiné à l'acquisition de logements neufs. Et on a enregistré dans certaines banques même des taux de croissance de 10 à 20% en l'espace de quelques mois. Donc c'est quelque chose qui est très important pour le marché, pour les acteurs bancaires, mais surtout pour le citoyen algérien qui va pouvoir accéder à des logements à des prix un peu plus, importants, étant donné que la limite à pratiquer pendant plus d'une dizaine d'années était de 12 millions de dinars. Et donc elle a été levée. Et il faut dire également que cette mesure va également permettre de lutter contre la fraude fiscale, parce qu'il y a quand même certaines pratiques qui sont un peu malsaines sur le marché de l'immobilier, où certains acteurs de l'immobilier faisaient des sous-déclarations pour des raisons d'ordre fiscal, c'est de l'évasion fiscale. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune raison pour que les gens versent dans ce type de pratique. Et donc, en définitive, tout le monde est gagnant dans cette mesure. Donc, sont concernées à la fois les banques islamiques, celles qui proposent des guichets ou des fenêtres islamiques et les financements classiques. Tout à fait, c'est l'ensemble des acteurs bancaires, donc que ce soit financement classique ou islamique, à travers des banques islamiques pleinement, islamiques ou exclusivement islamiques, ou des banques qui proposent des produits islamiques à travers des guichets islamiques. Donc, toute cette population-là est concernée. Et ça reste bien évidemment limité à l'acquisition de logements neufs
auprès de promoteurs publics ou privés, ou également à la réalisation de logements individuels dans certaines zones. Donc le décret précise bien évidemment disons les catégories qui peuvent bénéficier de ce type de bonification du Trésor public. Donc une démarche supplémentaire vers l'inclusion financière, Monsieur Mazari. Tout à fait, c'est très important parce que vous savez, quand on libéralise un peu ou quand on libère le financement, ça va attirer les clients qui étaient en dehors donc du cercle bancaire pour qu'ils rejoignent ce cercle bancaire parce qu'ils vont trouver un peu leur intérêt dedans, ils vont accéder à des financements et on s'attend à voir disons un peu élargir ce cercle de population bancarisée avec ce type de mesures et d'autres mesures qui vont venir également. Alors, on revient justement sur le financement islamique qui était justement adopté dans le cadre de l'inclusion financière et pour diversifier l'offre financière donc sur le marché. Depuis son adoption, vous dites ces derniers mois, il y a eu donc cette bonification. Les crédits islamiques qui étaient réputés donc chers sont devenus aux mêmes normes que les crédits ou que les financements classiques. Est-ce qu'il y a un impact sur le marché ? Bien évidemment qu'il va y avoir un impact. Déjà, qu'on a observé ces derniers mois, une augmentation assez substantielle donc de la demande, donc des financements qui ont été mis en place. Et je vais vous donner le cas d'une banque qui a pratiquement doublé le portefeuille de ses financements en l'espace de 6 mois. Pour vous dire que les financements de l'immobilier, ils ont peut-être plusieurs caractéristiques. La première, c'est que les montants sont plus importants et les maturités de financement sont longues, voire très longues. Ça peut aller jusqu'à 40 ans pour certains cas. Et par conséquent, c'est un débouché d'allocation des ressources qui sont collectées et ça va permettre à ces banques de diversifier un peu les types de financement qu'elles sont en train d'offrir et améliorer les rendements sur le long terme. Et par conséquent, ça va retomber sur les épargnants qui vont avoir accès à des revenus un peu plus importants, étant donné que les performances du financement sont plus conséquentes. Justement, l'épargne, elle est également en hausse selon les derniers chiffres qui ont été communiqués. Alors l'épargne, elle est en hausse. D'une manière globale, il y a un taux... En fait, ces dernières années, on a observé un taux de croissance de, disons, 5 à 10%. Pendant ces 5 dernières années, de l'épargne collectée de manière globale. Le secteur bancaire est un peu plus de 10 milliards de dinars algériens. Donc, 6 à 7 000 milliards de dinars, c'est de l'épargne à long terme. Et donc, c'est assez conséquent. Et pour prendre le cas particulier, donc la finance islamique, les chiffres sont également très impressionnants, étant donné que on serait autour de 900 milliards de dinars de dépôts collectés, ce qui constitue à peu près 6 à 7% donc du marché bancaire dans sa globalité. Et même pour les financements, il y a eu une augmentation conséquente. On doit être autour de 550 milliards de dinars, ce qui également constitue à peu près 6 à 7% du marché global. Il faut rappeler que les financements à l'économie sont de l'ordre... On arrondit, c'est 10 000 milliards de dinars. Et la finance islamique a pénétré le marché avec des produits de financement pour les particuliers, donc de l'immobilier, du financement de la consommation, de l'automobile, etc. Mais également, très récemment, beaucoup de produits, enfin plusieurs produits ont été mis en place par certaines fenêtres pour accompagner les entreprises, les TPE, donc les très petites entreprises ou les PME également. Et donc on peut observer sur le marché de plus en plus de produits de financement qui sont là pour répondre un peu aux besoins de différentes catégories, que ce soit pour les grandes entreprises, pour les entreprises de taille moyenne ou pour les très petites entreprises et auto-entrepreneurs. Donc, vous parlez de diversification des produits islamiques donc, qui sont offerts par les différentes fenêtres ou par les banques spécialement ou exclusivement islamiques pour les citoyens, les investisseurs également algériens. Est-ce qu'il y a encore une marge? Est-ce qu'il y a encore des projets de diversification, davantage de projets de diversification? Tout à fait. Donc, si on parle de manière globale, il faut quand même reconnaître qu'il y a une espèce de dynamique ces dernières années au niveau des banques qui fait que les banques sont devenues un peu plus agressives, commercialement parlant, notamment les banques publiques, qui étaient critiquées pour
être un peu timide, disons, sur le plan commercial, mais on peut voir actuellement qu'il y a une dynamique un peu plus intense de la part de ces banques-là. Et cette dynamique-là se fait autant sur le plan de la réclame, donc la communication, le rapprochement de la clientèle, des réseaux de distribution. On voit bien qu'il y a de plus en plus d'agences bancaires qui sont ouvertes, des espaces digitaux qui sont mis en place. Et il ne faut pas oublier également que le volet ou le levier technologique qui est utilisé actuellement par les banques, où on voit de plus en plus d'applications qui permettent de faire un certain nombre d'opérations son propre compte. Et très bientôt, des applications qui vont permettre également aux clients demandeurs de financement de déposer leur dossier et de suivre l'évolution de leur dossier à partir de plateformes électroniques. Et deuxième niveau de diversification, c'est que l'avènement même de la finance islamique à partir de 2020, c'est une diversification des sources de financement. Et on voit que ce taux de croissance qui est aussi entre 20 et 30% ces dernières années, pour cette partie des financements de cette industrie-là, c'est quand même assez important parce qu'au bout de 4 à 5 années, on va doubler la part de marché de la finance islamique. Et la particularité de la finance islamique, justement, c'est cette capacité de ce type de finance à diversifier ses produits, étant donné que c'est une finance qui s'appuie sur un certain nombre de contrats. Et à partir de ces contrats-là, des dérivés de ces contrats ou de la compilation de ces contrats, on peut mettre en place n'importe quel type de financement qui réponde à un besoin réel, économique, un besoin de financement qui doit être adossé, bien évidemment, à un actif réel, qui ne renferme pas de taux d'intérêt et qui également est destiné à financer quelque chose de licite sur le plan religieux. Alors, est-ce qu'on va vers la création d'une place financière islamique? Alors bon, déjà sur le plan local, il y a deux plans peut-être sur lesquels on peut discuter. C'est que sur le plan local, 6% de part de marché, c'est quelque chose d'assez... donc c'est vrai que ça reste quand même marginal, mais on peut très bien voir cette part doubler dans quelques années, dans 4 ou 5 années. Et à partir du moment où ça atteint les 10 à 15%, ça devient quand même une part importante du marché. Donc il va y avoir tout un écosystème qui va évoluer avec cette évolution-là, parce que les banques, c'est la locomotive de la finance islamique ou de tout type de finance, mais il y a également les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement et les instruments financiers de marché. Et donc on risque de voir dans quelques années une part beaucoup plus importante et une dynamique beaucoup plus importante sur le marché, et pourquoi pas même l'avènement de nouveaux acteurs sur ce marché-là, qu'ils soient acteurs bancaires ou non bancaires. Alors justement, vous évoquez aujourd'hui également les produits d'assurance islamique qui sont proposés. Il y a les Sukuk qui existent aujourd'hui sur le marché algérien. Est-ce que eux aussi font des chiffres tout aussi intéressants que les produits financiers, Alors, en fait, que les crédits par exemple ou l'épargne? Alors en fait, on parle d'industrie de la finance islamique. L'industrie de la finance islamique, elle est composée principalement donc des banques, comme on vient de l'évoquer. Il y a également la partie assurantielle, ce qu'on appelle le takaful. Oui. C'est le principe de takaful. Mais il y a également le volet Sukuk. Vous avez bien fait d'évoquer ça, parce qu'on va en parler justement. C'est que d'abord, on commence par le takaful. Il y a deux compagnies takaful, une compagnie vie et une compagnie dommage qui ont été mises en place, qui sont opérationnelles depuis au moins 2 années et qui donnent des résultats assez importants et assez conséquents. Et elles sont là également pour accompagner justement le développement donc du marché bancaire, mais également de l'économie d'une manière globale. Donc la part de marché de ces compagnies-là reste quand même assez marginale pour le moment, mais l'évolution du volume d'affaires de ces deux compagnies-là devient de plus en plus importante. Et nous reviendrons sur justement l'autre partie qui est les Sukuk. Nous évoquerons également l'introduction ou l'apport de la numérisation dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. On retrouve tout de suite Nariman Mendil et son invité, Monsieur Sofiane Mazari, expert en finance islamique, pour la deuxième partie de l'invité du jour. Monsieur Mazari, donc on parle aujourd'hui de la diversification des produits de la finance islamique. Les Sukuk, ils existent, ils ont été établis par la loi de finances. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est également un chantier qui avance? Alors effectivement, pour le volet Sukuk, il faut rappeler que les Sukuk, c'est un instrument financier
qui est de marché, donc qui est utilisé par les compagnies ou par les gouvernements pour effectuer ou réaliser donc des levées de fonds pour financer des projets économiques ou des infrastructures publiques. Alors, dans son volet souverain, il y a une disposition donc de la loi de finances 2025 qui autorise le Trésor public à l'effet d'émettre des sukuk. Et je pense que c'est un projet qui est en cours de maturation au niveau du secteur concerné. Et on s'attend à avoir une émission sukuk d'ici la fin de l'année, ce qui va un peu dynamiser le marché et ça va diversifier les sources de financement de l'État. C'est quelque chose de très important. Et la particularité des sukuk, c'est que c'est des papiers financiers qui sont non seulement conformes sur le plan charaïque, mais également adossés à des projets économiques qui réalisent donc des revenus, qui sont exploitables, qui peuvent être des infrastructures publiques du type pont, aéroport ou même d'autres ouvrages, ou également même des compagnies commerciales qui peuvent faire l'objet également d'une titrisation à travers des sukuk. Et il y a le volet commercial, donc c'est les sukuk corporatifs, donc qui pourraient être émis par des entreprises pour effectuer des levées de fonds sur le marché, pour financer leurs projets, leur développement ou leur extension. Et pour ce volet-là, à ma connaissance, donc il y a des dispositions qui ont été proposées dans le projet de loi de code de commerce, donc qui est à l'étude et qui, une fois promulgué, va permettre également aux entreprises donc de recourir à ce type de papier financier pour effectuer des levées de fonds sur le marché, à travers notamment le marché boursier par exemple, et ça va venir alimenter la bourse avec d'autres types de titres pour diversifier un peu les papiers financiers qui sont transigés, mais également les sources de financement, sachant que il y a un gisement qui est très important, un marché qui est très profond pour la collecte de l'épargne qui est en quête donc de produits Sharia compliant, et donc les entreprises pourraient éventuellement donc profiter de cette opportunité, mais l'État également peut également donc profiter de cette opportunité-là pour associer un peu, pour impliquer le citoyen algérien, l'opérateur économique algérien dans le financement des infrastructures publiques ou dans le financement public de manière plus globale à travers des émissions sukuk souverains. Alors, donc aujourd'hui, les banques gagneraient donc à être finalement plus agressifs sur le marché pour attirer, proposer plus de produits, attirer plus de clients. Est-ce que le volet numérisation permet justement d'atteindre cet objectif? Tout à fait. Le premier levier qu'on a évoqué, c'est le levier de diversification donc de type de finance. On parle de finance islamique. On peut étendre ça même à la loi bancaire parle également de finance verte. Elle parle de banque d'affaires, elle parle de banque numérique, etc. Donc il y a matière également à travailler là-dessus pour essayer de diversifier, une diversification en disant institutionnelle du marché bancaire. Mais il y a également le levier numérique qui est très important. Vous savez que aussi bien que moi que les 3/4 de la population algérienne ont moins de 35 ans. Et c'est des gens qui sont très familiers avec l'outil technologique. Nous avons un des taux de pénétration les plus élevés dans la région, même dans le monde, en termes de détention de mobile et de puces GSM. Il y a également le projet de lancement de la 5e génération donc de puces de téléphonie mobile qui va venir très très bientôt. Et c'est un levier technologique qui est très important pour l'Algérie parce que nous avons des atouts qui sont très importants et nous avons tout à gagner si la place bancaire et financière utilise ce levier-là justement pour dans un premier temps déjà rendre plus facile l'accès aux services financiers à la population, notamment les populations qui sont dans des régions non urbanisées, qui ont du mal un peu à accéder à une agence bancaire, parce que c'est plus compliqué de développer une agence bancaire que de développer une application qui soit accessible via mobile. Et ça, c'est la première. Mais deuxième chose, c'est l'efficacité opérationnelle. Ça va permettre d'adopter les technologies dans la numérisation des process de traitement au niveau des institutions bancaires et financières, va permettre d'assurer une meilleure qualité de service envers le client,
mais également d'assurer une meilleure sélection des clients, une meilleure prestation des clients, et donc cela va contribuer à l'augmentation donc de la qualité de service envers cette clientèle-là, mais également ça peut être un levier qui va permettre également de diversifier les produits et les services financiers. Parce qu'on peut faire des produits financiers qui s'appuient principalement sur la technologie, qui sans technologie n'auraient pas pu être, disons, mis en place. On a vu ça à l'international, on peut faire des benchmarks avec certains pays, même africains. Il y a eu des success stories. Et l'Algérie s'apprête justement, il y a des projets au niveau des banques, des compagnies d'assurance, des institutions financières, même non financières, pour justement accélérer leur numérisation et aboutir à cette digitalisation, numérisation de bout en bout, c'est-à-dire à partir du moment de l'entrée en relation avec le client jusqu'au traitement de ses opérations et pendant tout le cycle de vie du client au sein de l'institution financière. Justement, Monsieur Mazari, vous parlez donc aujourd'hui d'accélération de la numérisation. Aujourd'hui, certains clients vous diront qu'entre le discours et les faits, il y a un écart. Il y a certes un discours qui encourage la numérisation ou l'accélération du processus de numérisation sur le terrain. Notamment, on parle du secteur financier. Ça avance lentement. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer ce processus, Monsieur Mazari? Effectivement, donc il y a quand même à la décharge donc, des institutions financières, il y a quand même des avancées qui ont été réalisées sur le terrain qui sont très importantes. Je prendrai l'exemple par exemple des projets qui ont été mis sur le terrain par Algérie Post. Donc la fameuse application Belidimob, CCP, etc. Donc c'est quand même des avancées assez considérables. Ça permet aux gens d'accéder à leurs avoirs au sein des comptes postaux, d'effectuer des virements, d'effectuer des paiements, de payer les factures, etc., etc. Donc c'est une avancée qui est assez considérable. Il y a également des schémas similaires qui ont été adoptés par les banques. Il y a même certaines applications qui permettent de faire une ouverture de compte complètement à distance, donc sans aucun déplacement. Et ça, c'est des avancées qui sont très importantes. Après, il y a des investissements colossaux qui sont entrepris par les banques et établissements financiers pour justement, parce que vous savez, la numérisation ne se limite pas à mettre en place des applications en face du client, c'est quelque chose de plus ou moins accessible. Mais après, le traitement des opérations en back-office doit également être numérisé. Les process au sein d'une banque sont très complexes. L'institution bancaire est une institution qui est très fortement réglementée et donc il y a des principes de prudence. Il y a également la dimension de sécurité des données et de cybersécurité qui est très très importante. Et donc les investissements, ça nécessite des investissements plus importants et donc une maturation de projet qui est un peu plus longue qu'au sein d'une entreprise, disons, économique ordinaire. Seulement, il y a effectivement il faudrait que les acteurs de ce marché-là fassent des efforts un peu plus importants pour justement ne pas rater ce virage numérique, étant donné j'ai parlé de millions de personnes la fameuse génération Z, qui est beaucoup plus apte à transiger avec une institution financière via un mobile ou via un laptop que de se déplacer au niveau d'une agence ou quoi que ce soit. Donc il faut faire ça très 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 rapidement. Et puis il y a également les opérateurs économiques qui n'arrêtent pas donc de reprocher aux banques la lenteur des délais de traitement, la bureaucratie, etc. Et encore une fois, le levier numérique peut régler pas mal de problèmes dans ce sens-là. Les investissements qui sont en train d'être réalisés et qui vont voir le jour très bientôt vont permettre justement de lever un certain nombre de contraintes et de fluidifier les transactions bancaires et financières, que ce soit avec les opérateurs économiques, mais également avec les individus, donc les citoyens algériens. Une simplification des traitements, des procédures de traitement est aujourd'hui nécessaire pour à la fois accompagner l'investissement et également répondre aux attentes du citoyen. Vous savez, on vit dans une époque où les gens n'ont plus le temps de faire quoi que ce soit. Et donc, se déplacer, aller ramener des papiers,
ramener une résidence ou un extrait de naissance. Tout ça, c'est toute une logistique qui est déployée à l'échelle nationale. C'est des véhicules qui se déplacent, c'est du carburant qui est en train d'être grillé, c'est de l'encombrement donc dans nos routes, etc. Et puis, c'est un manque d'efficacité, de l'absentéisme au sein des entreprises, au sein des organisations. Et donc, ça a un impact sur la productivité nationale, mais également sur le bien-être du citoyen algérien et l'efficacité, la productivité de l'entreprise ou de l'opérateur économique. Et donc, c'est quelque chose qui est inévitable. Nous n'avons pas le choix. C'est pas un choix, hein, la numérisation. Nous devons y aller. Sinon, on va rester en marge de ce qui se passe à l'international. Et on a vu certains cas même de fraude, hein, qui ont été jugés par la justice algérienne, etc. En réalité, c'est l'absence de solutions similaires qui a permis à d'autres entités qui viennent de l'étranger pour un peu proposer des services qui ne sont pas proposés localement. C'est pour cette raison-là qu'il faut vraiment y aller pour essayer de répondre aux besoins réels, économiques et sociaux donc de la société algérienne, tout en respectant bien évidemment les bonnes pratiques, la déontologie, l'éthique, mais également la sécurité des données et des libertés personnelles. Merci Monsieur Mazari, on arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que Monsieur Sofiane Mazari est expert financier. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée, bon week-end à toutes et à tous. Merci, au revoir.